Bonjour à tous, nous continuons dans nos halachot de vérification des fruits et légumes. J'aimerais revenir avec vous sur des points qu'on avait évoqués dans les précédentes vidéos pour les approfondir et terminer cette série par quelques exemples de la façon dont on doit nettoyer des légumes, comment en pratique s'en occuper de façon à être sûr qu'ils soient propres. Une des choses qu'on avait vues la première fois, lors de la première vidéo, c'est concernant les insectes qui étaient invisibles à l'œil nu. Alors on avait évoqué le principe de l'onitna Torah, les malaché hacharet, que la Torah n'a pas été donnée aux anges de service. Alors, quelle est l'origine de cette problématique et quelle est l'origine de l'application de ce principe aux règles des Tolaïm? Eh bien, il y a un auteur de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle le Sefer HaBerit. Et c'était à son époque qu'on avait découvert que les bactéries étaient à l'origine de la fabrication du vinaigre. Et donc il avait voulu interdire le vinaigre parce qu'il s'est dit, voilà, on élabore du vinaigre grâce à des bactéries qui circulent. Et ces bactéries sont des êtres vivants qui n'ont ni système digestif de rumination, ni sabot fendu, et par conséquent interdit de les consommer. Donc voilà, il avait voulu interdire le vinaigre pour les bactéries qu'il pouvait contenir. Alors le Binat Adam, qui a été écrit par Rav Avraham Danzig, donc un auteur très connu d'Europe de l'Est, qui est l'auteur aussi du Chayei Adam, qui est vraiment un ouvrage de base dans la halacha, rapporté très souvent par le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Gatzfried et par le Mishnah Brura. Le Chayei Adam rejette donc la position du Sefer HaBerit. Et il dit la chose suivante. À partir du moment où l'œil nu ne peut pas constater la présence de ces êtres vivants, eh bien il n'a aucune importance. Donc c'est permis. C'est comme si ces êtres-là n'étaient pas là. Donc de nombreux décisionnaires ont repris cet argument, l'argument du Binat Adam, donc du Rav Avraham Danzig, et notamment le Rav Moshe Feinstein beaucoup plus tard dans une Teshuvah. Donc Rav Moshe Feinstein, l'auteur contemporain, fin du XXe siècle, tout le XXe siècle même, il était Rav déjà au début du XXe siècle en Union soviétique, avant de partir pour les États-Unis, et il a dit, comme on l'avait cité, qu'on ne peut pas imposer l'usage d'équipements et d'appareils pour détecter les parasites qui se trouveraient sur les aliments. Ce serait en plus une forme de médisance à l'égard des générations passées qui consommaient des aliments sans loupe, qui consommaient les aliments sans les examiner à la loupe ou au microscope. Donc voilà ce qu'on avait rapporté au nom du Rav Moshe Feinstein. Alors c'est vrai qu'à l'origine on parle de bactéries. Les bactéries c'est véritablement microscopique. Mais il y a certains parasites qui sont visibles mais qui sont très difficiles à détecter. Est-ce qu'on peut utiliser ce principe du Binat Adam, du Rav Avraham Danzig, y compris pour des insectes qui par mimétisme, seraient difficiles à détecter sur des aliments? Eh bien, par exemple, un puceron vert sur une feuille de laitue. Voilà, il est tout petit. Les gros pucerons, ça se voit, mais il est tout petit, il est sur la feuille verte, il a la même couleur, ça a l'air complètement propre, et pourtant, il y a ce parasite dessus. Est-ce que tu peux dire, ah ben, je le vois pas, il n'est pas là? Eh bien, le Rashba, Rav Shlomo ben Aderet, le Havedin de Barcelone, au XIIIe siècle, il a répondu, donc il a une tchouva, c'est la teshuvah numéro 488, il a dit que même ce qui est péniblement visible, même si ça demande un grand effort visuel, un effort visuel important, ça garde le statut de Nikar. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire Nikar, qu'est-ce que ça veut dire que c'est reconnaissable. Alors, comme on en avait parlé dans la première vidéo, il y a une notion de ta'arovet, il y a une notion de mélange. Quand un aliment se mélange à un autre aliment, là, on peut parler d'annulation. On avait dit que pour une créature entière, il n'y avait pas de notion d'annulation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la créature est entière
et qu'elle est visible, et qu'elle est reconnaissable, elle est repérable, là, il n'y a même pas d'annulation possible. On ne commence même pas à parler d'annulation. On ne commence même pas à dire « Ah oui, mais tu vois, c'est une brilla, donc elle ne s'annule pas. » Il n'y a pas d'annulation, il n'y a même pas de mélange encore, puisque là, je le vois, je le vois le parasite, je la vois la bête. Alors comment tu... Ah mais non, je la vois pas. Non, je la vois difficilement. Si, grâce à un effort visuel important, je parviens à la détecter, eh bien, ça s'appelle Nicar. Il n'y a même pas de mélange encore, et donc évidemment, l'aliment reste interdit tant que cette bestiole est là. Et le Khatam Sofer, il dit même qu'une personne qui elle-même a la vue déficiente, alors si la personne a la vue déficiente, moi ce que je vois rien du tout, eh bien cette personne-là a le devoir de faire appel à une personne qui a une bonne vue pour pouvoir examiner ses aliments. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas s'en tenir à ce qu'il voit. Quand on dit « Ah, c'est invisible à l'œil nu », alors c'est permis. Quand on dit « invisible à l'œil nu », ça veut dire y compris avec un effort visuel important. Et ça, c'était ce qu'il fallait souligner en fait. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir absolument un œil de lynx et une vue 10 sur 10 ? En fait, ce que les décisionnaires rapportent, c'est qu'une vue normale suffit. Bon, une vue standard et moyenne de monsieur tout le monde, mais qui fait un effort visuel, qui examine correctement et rigoureusement les aliments qu'il a devant lui. Alors maintenant, il y a une situation qui est assez intéressante. Alors en France, je ne pense pas que la problématique se pose. En revanche, en Israël, j'ai souvenir quand j'étais à l'Yeshiva, qu'on se posait ces questions. Sur la peau des agrumes, il y avait souvent des taches. Et ces taches-là, même si elles apparaissaient complètement immobiles, en l'examinant à la loupe, on pouvait constater qu'en réalité, il s'agissait de dépôts. Je ne sais pas si c'était des œufs ou des petites larves. En tout cas, ça ne bougeait pas. Mais j'imagine qu'en dessous, en grattant un petit peu, on devait peut-être trouver ces larves-là de pucerons. Donc c'était des dépôts qui avaient été faits par des insectes sur les peaux des agrumes. Alors évidemment, le fruit lui-même, il n'est pas touché, mais la question qui pouvait se poser, c'est est-ce qu'en épluchant, je dois faire attention à ne pas avoir de ces fameuses petites peaux comme ça quand je consomme l'agrume, parce que ça risque de se coller quand je l'avale. Donc le Rav Bosner, il dit que c'est pas un problème, puisque à l'œil nu, je vois qu'une tache, et c'est seulement à la loupe et c'est seulement à l'aide d'outils que je comprends qu'il s'agit de larves, mais à l'œil nu je vois rien, je vois qu'une tache. Eh bien, ça ne s'appelle pas nicar, ça ne s'appelle pas reconnaissable, et par conséquent, on peut consommer l'agrume sans aucun problème. Alors le Chazonish, le Rav Yishayahu Karelitz, il était quand même un peu plus strict, il disait non, mais tu vois la tache, tu peux pas dire que c'est invisible à l'œil nu, tu vois quelque chose. Donc il s'est montré plus strict, et le Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi, à sa suite, même si lui-même était à l'origine un peu plus coulant à ce sujet, il s'est montré un peu plus exigeant après. Donc si vous êtes en Israël, et si vous voyez ce genre de taches sur les agrumes, alors bon, pas de panique, vous pouvez encore manger l'agrume, mais au moins faites attention à avoir les mains bien propres une fois que vous l'avez épluché. Voilà, encore une fois, je pense qu'en France, on rencontre moins ce genre de problème. Comme on avait dit, ça a l'air d'être des mitzvot à Tlouyot Ba'aretz. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'annulation des parasites. Est-ce qu'on peut annuler les insectes qui, grâce à la mouture, en broyant ces aliments? Alors on avait dit, on avait parlé de la notion de en mevatlim isur les chatrila. On n'a pas le droit sciemment et volontairement d'annuler un interdit. Alors maintenant, le Shulchan Aruch, dans le Siman Pedalet, donc chapitre 84, et Seif Yud Dalet, donc alinéa 14, et le Shulchan Aruch tranche une règle dont l'auteur est le Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen, c'est Rav Israël Isserlan, qui était un des derniers Rishonim Ashkenaz, donc fréquemment rapporté par le Beit Yosef. Donc Rav Israël Isserlan a tranché qu'il est permis de moudre du blé véreux. Il dit, si j'ai un blé qui est parasité, j'ai le droit de prendre ce blé, de l'amener au moulin et de le moudre, à une condition cependant, c'est que la farine que j'aurai obtenue, je la fasse passer par le tamis,
et que j'en retire, je le fasse passer par le tamis à la lumière et que j'en retire tout insecte qui resterait dans le mélange. Et à ce moment-là, une fois que je l'ai fait, la farine est permise. Alors, il y a un gros problème sur cette règle-là, justement, c'est le principe dont on a parlé, en mevatelim issur lechatchila. On n'a pas le droit, sciemment, de mettre un interdit, de mettre un aliment problématique et de le mélanger à un aliment permis pour que ça s'annule. En mevatlim issur lechatchila. Et quand on l'a fait, eh bien, il y a une mère chaloket acharon, puis c'est permis, c'est interdit, on a plutôt tendance à dire que ça reste interdit. Donc ça ne marche pas. Donc comment le Troumat HaDeshen, il a pu permettre une chose pareille? Eh bien, il s'explique lui-même en réalité, et c'est pour ça que le Shulchan Aruch l'a rapporté. Le Troumat HaDeshen donne deux arguments pour dire voilà pourquoi j'ai permis de moudre ce blé véreux. Tout d'abord, je suis pas sûr qu'il reste des bêtes dans la farine quand je les ai amenées au moulin. Pourquoi? Le moulin, ça fait beaucoup de bruit, ça vibre, et normalement, les bestioles, quand elles sentent que le blé commence à vibrer comme ça, ont tendance à partir. Donc c'est pas sûr qu'il reste des bêtes dans le blé. Et même s'il en reste, donc ce n'est pas un issour, c'est un safek. Ce n'est pas un issour certain, c'est un issour douteux. J'ai un doute à ce sujet. J'ai un doute, peut-être qu'il en reste. Donc je n'annule pas sciemment un interdit, puisque je ne suis même pas sûr qu'il est là l'interdit. Deuxième argument, quand je moule le blé, je n'ai pas l'intention d'annuler les insectes. Moi, je moule le blé pour obtenir de la farine. C'est ça ma véritable intention. Je moule le blé parce que la façon de consommer le blé, c'est sous forme de farine. Après, je vais pouvoir faire du pain, etc. Donc je voulais le moudre de toute façon. Vert ou pas vert, je veux le moudre. Maintenant, comme c'est la façon normale d'utiliser, par la même occasion, ça annule les insectes. Mais je l'aurais moulu de toute façon. Ce n'est pas la présence des insectes qui m'a amené à moudre le blé. Donc, je ne suis pas mevatel issur lechatchila. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut étendre cette permission à d'autres aliments? Alors le Tour et Zahav, il explique la chose suivante. Il explique que on ne peut moudre et consommer un aliment qui était parasité, qui contenait des vers, que si c'est impossible, s'il n'y a pas moyen de retirer l'interdit autrement. Donc déjà, il y a une incertitude, et j'ai pas moyen d'enlever l'incertitude. Ça veut dire que normalement, je ne peux pas compter là-dessus. Si j'ai une possibilité de nettoyer l'aliment avant, il faut que je le fasse. Il faut absolument que je nettoie l'aliment avant. Mais s'il n'y a pas de moyen de retirer l'aliment avant, et que la seule chose qui reste à faire, c'est de le moudre, et que je ne le réduis pas en miettes, je ne moue pas, je ne broie pas pour les annuler, et bien dans ce cas-là, je peux m'appuyer sur le Troumat HaDeshen, dans la mesure où j'ai un doute sur la présence des insectes, et dans la mesure où je broie pour autre chose, pas pour l'annuler. Alors, une illustration à cela. Alors, le Pitrei Teshuvah, il est quand même un peu plus nuancé sur cette position. Il dit, si c'est très difficile de retirer les insectes, ça s'appelle aussi impossible. Donc déjà, il élargit un peu le cadre de la permission du Troumat HaDeshen rapporté par le Shulchan Aruch. Donc, un cadre intéressant de cette halakha, c'est la fabrication des jus. Vous avez par exemple des fruits qui sont souvent véreux. Je sais pas, je vais donner un exemple de jus de framboise. La framboise, bon, c'est difficile à nettoyer. Ça doit être nettoyé de façon extrêmement rigoureuse. Et si je fais du jus de framboise, est-ce que je dois vérifier vraiment de façon rigoureuse chaque framboise? C'est très très difficile. Je sais que récemment, on a acheté 2 boîtes de framboises. Bon, on pouvait pas mettre plus que ça dans le gâteau parce que vraiment, chaque framboise c'est un travail. Donc est-ce que maintenant, quelqu'un qui fabrique des jus de framboise en quantité industrielle, il va devoir vérifier chaque framboise? Bon, non, c'est pas possible. On peut dire que c'est une vérification minutieuse de chaque fruit n'est pas réalisable dans un cadre industriel. Et donc, si on fait des jus en nettoyant comme on nettoie dans une usine, eh bien, ça suffira. Très souvent, parfois, les usines sont équipées ont des équipements qui permettent un nettoyage plus efficace que dans une maison, certes, mais sinon, s'il n'y a pas ces équipements-là
et qu'on a un rinçage normal, mais qu'on a des quantités industrielles à faire, eh bien le jus est permis. Le jus est permis. Bon, pour un restaurant, on va parler d'un restaurant par exemple, un restaurant qui veut faire du jus de framboise maison, eh bien étant donné que les quantités sont grandes, il va faire un simple rinçage, et il va broyer. Peut-être qu'il reste des parasites, et même s'il reste des parasites, il veut faire un jus. Alors la seule façon de faire un jus, c'est de broyer. Donc son intention, c'est pas d'annuler le issour, c'est de broyer les framboises. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Par contre, dans le cadre familial, dans une cuisine, eh bien effectivement les quantités sont beaucoup moindres, sont beaucoup plus petites, et la vérification c'est plus facile de faire une vérification rigoureuse, et donc on doit faire cette vérification rigoureuse des fruits avant de les broyer, et on ne peut pas se contenter juste de les rincer pour les broyer. Alors on va donner quelques exemples de fruits, et évidemment ces exemples ne sont pas valables partout, en toute saison, dans tous les pays. Ça dépend beaucoup des conditions météorologiques. Dans un endroit qui est plus chaud, évidemment, ça favorise la prolifération de parasites. Un endroit plus tempéré, comme c'est le cas en Europe et en France en particulier, ça permet de garder les aliments frais pendant beaucoup plus de temps. Donc, est-ce qu'on doit vérifier par exemple les féculents et les fruits secs, les amandes, les cacahuètes, les pistaches, les pépites de tournesol, les pois chiches, la farine? Eh bien, si le paquet semble frais, ce qui est en général le cas, j'ose espérer, eh bien c'est pas obligatoire de le vérifier. Si vous l'achetez dans une petite épicerie de quartier et que vous savez que ça a pu rester longtemps dans les étalages, là effectivement il va falloir les vérifier. Il faut être beaucoup plus vigilant. Alors en Israël, on vérifie quasiment de façon systématique, sauf si bien sûr on sait que c'est tout frais et que ça vient d'arriver. D'accord. Par contre, quand vous voulez les stocker chez vous, eh bien en Israël, eh ben, il fait un peu plus chaud. Il faut stocker la farine au frais, il faut stocker les épices au frais. Pourquoi? Parce que justement, si vous les laissez sur vos étagères, il fait chaud souvent, même en hiver, la température est assez supportable, sauf si vous êtes dans les montagnes, mais ça suffit pour qu'on craigne que des parasites s'installent dans les pots d'épices. Les salades et les fines herbes, alors la majorité des salades vertes sont parasitées. Là, on parle de Mourzak Nagoua, on parle de cette autre variété-là. Donc, il faut savoir que même qu'il y a des variétés de légumes verts qui sont tellement difficiles à nettoyer qu'il y en a qui s'abstiennent complètement de les consommer. Non pas qu'ils soient interdits, donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas interdire de façon entière et définitive, mais parce que c'est trop compliqué, alors on ne les consomme pas. Je pense notamment aux choux de Bruxelles, aux choux-fleurs, aux brocolis. Ça, c'est très très difficile. Donc je dois dire que le Rav Kremizi, je l'ai contacté avant d'élaborer ces shiurim, ces vidéos, m'a dit que le chou-fleur, on pouvait le permettre si on le nettoie bien et qu'on le fait en soupe. Voilà. Donc je ne prends pas les responsabilités de cette décision, mais c'est ce que m'a dit le Rav Kremizi. Voilà. Donc c'est un chidouche. Maintenant, encore une fois, vous pourrez trouver des rabbinim qui, même sur les brocolis, vont vous trouver un éther. Le Rav Kremizi n'est pas d'accord. Mais encore une fois, ça dépend des endroits, ça dépend des contrées. Peut-être qu'on peut avoir accès dans certains pays à des variétés qui sont beaucoup plus propres en fonction des produits qui sont utilisés pour protéger les légumes dans les champs. Donc ça dépend. Mais voilà, en règle générale, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les brocolis, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué et c'est pour ça qu'il y en a qui les consomment même pas parfois. La plupart en tout cas ne sont consommables qu'après une vérification sérieuse. La plupart des salades. Vous avez la laitue, c'est obligatoire de la nettoyer feuille par feuille. La salade verte, mais y compris la salade iceberg. C'est pas parce que c'est une salade qui pousse dans le sable qu'il n'y a pas de parasites. Il y en a, j'ai déjà vu des pucerons dedans. La menthe doit être soigneusement nettoyée. Le chou, le blanc ou le rouge. Alors, le chou blanc, avec un peu plus attentivement même que le chou rouge. Le fenouil, bien entendu, en général, ça se trouve dans les feuilles extérieures. Donc c'est là-bas, il faudrait carrément s'en débarrasser et vérifier que c'est bien fermé à l'intérieur. Normalement, si c'est bien fermé, il n'y a pas de parasite qui a pu y entrer. Mais à l'extérieur, c'est normalement
c'est quasiment sûr que vous allez trouver quelque chose. Voilà. Et surtout en été. Voilà. Le fenouil, préférez les fenouils en hiver. Donc ces aliments-là sont interdits sans vérification, comme on a vu, c'est ce qu'on appelle le Mourzak Nagoua. Les épinards aussi, il faut un nettoyage extrêmement rigoureux. Les poireaux, vous voyez tout de suite qu'il y a du sable au niveau du verre, au niveau des feuilles vertes. Ben, c'est sûr que s'il y a du sable, il doit y avoir aussi des insectes dedans. Donc il faut couper la partie supérieure qui est verte, et une fois que vous arrivez à l'endroit où c'est bien fermé, normalement c'est caché. De même pour la partie inférieure où il y a les petites racines blanches. D'accord, là aussi ça doit être coupé. Le céleri, il faut éviter les feuilles, donc ça aussi c'est quelque chose de connu, et il faudrait le nettoyer avec une brosse. Les asperges blanches qui sont en bocaux, ça en général c'est propre, et les vertes, il faudrait éplucher les écailles. Quant aux endives, il faudrait retirer les feuilles extérieures et les couper au milieu. Si vous avez coupé vos endives au milieu et vous voyez que c'est propre et que c'est fermé, là aussi c'est caché. On pourrait parler aussi des fruits, mais rapidement, puisque je vois que mon temps s'écoule, je vais parler des fraises, parce que les fraises, c'est tout un... ça a fait tout un tollé ces dernières années. Ce qu'il faut faire avec les fraises, c'est les équeuter, les tremper dans l'eau savonneuse, voilà, vous les laissez nager dans l'eau savonneuse, et ensuite vous les rincez soigneusement en les frottant avec le doigt. En général, en faisant ça, elles sont propres. Privilégiez les fraises qui viennent de Belgique, parce que celles-ci poussent dans des serres, et donc elles sont beaucoup plus propres en général. Pour les figues, il faut les ouvrir en quatre et les examiner attentivement à la lumière. Les figues sèches, il faudrait les retourner entièrement. Voilà, vous les ouvrez, vous les retournez entièrement et vous pouvez examiner l'intérieur à souhait. Les maïs entiers. Beaucoup préfèrent s'abstenir de les consommer parce que c'est très difficile de vérifier entre les interstices. Maintenant, j'ai entendu que le Rav Ovadia Yosef et le Rav Yitzhak Yosef, ils le permettaient s'il était bien frais et entièrement fermé. Là, normalement, il reste cachère. Voilà. Bon, encore une fois, ça fait partie de ce genre d'aliments qu'il y en a beaucoup qui préfèrent éviter complètement. Et par contre, les maïs en boîte et les maïs entiers qui sont petits, les maïs nains, sont parfaitement permis. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres exemples qu'il faudrait citer. Je vous conseille à chaque fois de demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté, surtout que c'est une expérience qui se prend plus en cuisine que dans un Beth Midrash. Et ceci dit, donc ceci dit, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Au revoir.